vais commencer. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez tous un smartphone sur vous? Est-ce que vous avez tous un accès à Internet? Eh bien, on va parler, je vais changer un peu le contenu de la conférence. Donc d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Bastien Didier, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Mentalista. Mentalista, c'est une société que j'ai fondée en 2017, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Une interface cerveau-machine, c'est ni plus ni moins qu'un casque qu'on va venir poser sur la tête. On va faire l'acquisition des données cérébrales pour pouvoir faire deux choses, soit monitorer ce qui se passe dans le cerveau, soit contrôler des choses par la pensée. Donc pour le premier élément, monitorer ce qui se passe dans le cerveau, ça veut dire, par exemple, monitorer le niveau de stress, l'anxiété, les émotions, monitorer l'imagerie motrice, l'imagerie mentale. Et dans la deuxième phase, contrôler, ça veut dire utiliser les ondes cérébrales comme source d'interaction avec l'environnement. Donc je pense à une action et elle s'exécute. Et donc c'est là où votre smartphone va être utile parce que je vais citer des choses qui sont sur Internet, sur notre site Internet. Comme ça, vous allez pouvoir voir des images. On va parler d'un premier projet qui s'appelle Mentalista Foot. Donc vous pouvez taper Mentalista Foot sur Google, vous allez trouver des vidéos, des images, plein de choses. Et cette expérience, elle se traduit par deux personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre, qui sont équipées d'électrodes, donc deux électrodes de référence sur les lobes d'oreille et une électrode à l'arrière du cortex visuel, donc à l'arrière de la tête. Et on demande à ces personnes de visualiser dans leur tête le mouvement d'une balle, qui est mécanique, contrôlant Bluetooth, aller à gauche ou à droite. Donc si vous avez des images devant vous, vous allez voir un petit terrain qui fait à peu près 3 mètres par 1 mètre 20. Il y a une petite balle motorisée qui fait à peu près 7 cm de diamètre. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas accéder à l'information, vous pouvez imaginer. Et on demande aux gens juste de visualiser dans leur tête le mouvement de la balle, aller à gauche ou à droite. Et ça, c'est un peu la spécialité de Mentalista, c'est de développer ce qu'on appelle un classificateur d'images mentales qui vont permettre à des personnes de contrôler des objets par la pensée. Et c'est un peu la vision folle qu'on développe depuis des années, c'est de permettre de vraiment placer le cerveau au centre d'un outil d'interaction pour pouvoir demain contrôler des objets, mais avoir une interaction qui est plus intuitive, plus naturelle avec le monde qui nous entoure. Donc on va rentrer un peu plus techniquement, en tout cas dans le détail, pour savoir comment ça marche, comment c'est possible de déplacer une balle par la pensée. Donc dans le cas de Mentalista Foot, on va avoir besoin de données cérébrales. Ça, c'est assez évident, parce qu'en fait, on va faire travailler un algorithme, on dit d'intelligence artificielle, de machine learning, pour pouvoir lui apprendre ce que c'est, dans la tête des gens, une balle qui se déplace à gauche ou à droite. Donc on va d'abord demander... Ah non, c'est eux qui ont pris la présentation, j'ai cru que c'était moi, donc peut-être que je vais pouvoir après changer. Vous me dites quand est-ce que je peux faire passer les slides? Ça? Et donc j'appuie sur le bouton vert pour faire passer? Allez, donc on va pouvoir, je vais rebondir sur d'autres choses. Et donc juste pour terminer sur comment c'est possible de contrôler un objet par la pensée, on a besoin de deux types d'informations. La première, c'est des personnes qui regardent ce dispositif physique, la balle, elle est à gauche ou à droite. Et on enregistre leur cerveau pendant qu'ils la regardent. Et après, on leur demande d'imaginer cette balle, elle est à gauche ou à droite. Et on va comparer comme ça le perçu et l'imaginé. Et on va trouver la signature de neurones spécifiques, qui s'appelle les neurones miroirs. Et on va multiplier ça sur plein de personnes pour créer ce qu'on appelle un classificateur. Et ainsi, on va pouvoir généraliser sur l'image globale de la pensée de la balle qui va à gauche ou à droite. Parce que, évidemment, généralement, la question est posée juste après. Quand on imagine une balle qui va à gauche, c'est différent dans chacune de nos têtes. Et donc, il faut apprendre à l'algorithme à généraliser sur globalement quelle est l'image mentale, quelle est l'activité électrique qui va décrire cette balle qui va aller à gauche ou à droite. Donc chez Mentalista, on développe ce concept du World Wide Brain, une sorte d'internet des cerveaux dans lequel on est tous interconnectés pour pouvoir justement utiliser notre cerveau comme source d'interaction. Donc ça fait 6 ans qu'on existe et on développe en fait tout un écosystème qui est à la fois hardware, donc matériel, des cartes électroniques, et software, des algorithmes et des drivers, etc., des API, des SDK, pour permettre justement aux interfaces cerveau-machine d'être intégrées dans des produits du quotidien comme un casque audio, un casque de VR, un casque de chantier, etc. Donc, Mentalista, depuis 6 ans, on a fait plus d'une 50aine de projets, équipé plein de gens, avec toujours ce même objectif, qu'un objectif de recherche, de réussir à comprendre comment on peut modéliser des images mentales, que ce soit tout en haut Mentalista Foot pour déplacer une balle, que ce soit pour faire léviter du saucisson par la pensée, faire léviter des objets en réalité virtuelle, et on y reviendra un peu juste après.
Donc quand je parlais tout à l'heure de contrôle ou de monitoring, là on voit un peu les différentes on va dire marqueurs qu'on va pouvoir trouver dans le cerveau. Donc en fonction de ces marqueurs, il va y avoir des électrodes qui vont être passées sur la tête à différents endroits, à différents nombres. On peut avoir parfois juste une électrode derrière la tête, comme dans le cas de Monteista Foot, pour mesurer une image mentale. Mais qu'on va vouloir, par exemple, mesurer une émotion, c'est une activation du cerveau qui est assez complexe et on va avoir besoin de beaucoup plus d'électrodes, a priori au moins 16, voire 32 pour que ce soit un peu plus stable, pour pouvoir justement mesurer ces différents marqueurs. Donc on va retrouver dans les interfaces cerveau-machine 4 grandes familles d'usages. En tout cas, c'est ce que nous, on a identifié. La première, c'est la performance cognitive. Alors, de manière générale, c'est plutôt le bien-être cognitif. En tout cas, c'est éviter des situations comme de stress intense, l'anxiété, le burn-out, mais aussi s'améliorer en termes de bien-être, d'attention, de focalisation, voire améliorer des performances qui peuvent être après liées au corps, comme une performance sportive. Il y a une deuxième grande famille, donc c'est tout ce qui est lié au contrôle, où les usages vont être prime abord pour des personnes en situation de handicap, avec des problématiques de contraintes physiques, ou pour des personnes âgées, qui sont aussi en manque d'autonomie à la maison, et qui potentiellement, au lieu d'être accompagnées par des caregivers, je ne sais pas comment on dit en français, les aidants, pourront utiliser ce genre de dispositifs pour pouvoir demain contrôler la télévision. Des dispositifs simples, mais qui, là où le corps est déficient, vont pouvoir être disponibles grâce à la pensée. Et après, ce qu'on n'imagine pas forcément en termes d'usage, c'est aussi tout ce qui est adaptation de l'environnement. Et donc ça va être très utilisé dans tout ce qui est prévention des risques, où vous allez être, par exemple, dans votre voiture, vous êtes équipé d'un casque. Le casque va être capable de monitorer à la fois le niveau de stress, la vigilance, le niveau de fatigue, et aider la voiture à prendre des décisions en cas de... vous êtes extrêmement fatigué, la voiture va peut-être vous dire de vous arrêter, voire de s'arrêter elle-même. Et alors, dans le cas du grand public, c'est peut-être particulier, mais on le voit encore plus dans les cas d'un chantier, où potentiellement, quand on est employé, on a envie de donner le meilleur de soi-même, et on n'a pas forcément envie de se dire, là je suis fatigué, je vais être jugé par les autres, etc. Ce genre de device permet en fait à la machine de reprendre le contrôle sur l'humain et de le monitorer, de le surveiller pour éviter des accidents. Savoir que dans les chantiers, c'est quand même des millions de gens qui meurent malheureusement chaque année pour des accidents qui sont parfois liés à des causes bêtes, des causes bêtes, pas forcément, mais en tout cas qui sont liées à des causes de santé et qui pourraient potentiellement être évitées. Et enfin, la dernière chose, c'est tout ce qui va être lié sur les systèmes de recommandation. Voilà, je me sens dans tel ou tel état, et potentiellement, il y a une application qui m'aide à m'améliorer ou à mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux gérer une émotion, un stress, etc. L'état de l'art aujourd'hui, sur les interfaces cerveau-machine, il est assez intéressant parce qu'il se divise vraiment en 2 marchés, pour le dire comme ça. Il y a à la fois un marché de la recherche, avec des casques qui vont être entre 20 et 100 000 $, qui vont vraiment qui vont équiper des laboratoires, des cliniques, pour monitorer le cerveau et faire de la recherche. Et on trouve de plus en plus des casques qui sont entre guillemets grand public, entre guillemets, parce qu'ils sont quand même relativement chers. Quand on voit une société comme OpenBCI, qui est une société qui développe un hardware open source, qui est vendu, je crois, la moins chère, elle est à 750 $ maintenant, et le casque en entier doit coûter 3 000 $, donc c'est quand même conséquent, mais n'importe qui peut acheter ce genre de dispositif et commencer à analyser son cerveau, en tout cas à faire de l'acquisition des données cérébrales pour après faire ce que bon lui semble, comme contrôler un objet par la pensée. La problématique aujourd'hui dans ce marché des neurotechnologies, c'est qu'elle est de 4 dans la mesure où elle est très limitative. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un casque par usage. Si demain vous voulez améliorer votre sommeil, il va y avoir un casque en particulier. Si vous voulez jouer à un jeu par la pensée, il va y avoir un autre casque. Et si vous voulez améliorer votre méditation, ça va être un 3e casque. Et en plus de ça, il n'y a pas de standardisation entre tous ces casques. Donc ça veut dire que si vous apprenez à en utiliser un, le transfert d'apprentissage ne se fera pas forcément sur le 2e. Et donc tout ça reste évidemment extrêmement complexe et toujours très coûteux. Donc maintenant, juste vous présenter un peu ce qu'on fait chez Mentalista. Donc comme je vous l'ai dit, nous on développe un écosystème qui est standardisé, qui est end-to-end, qui va de l'acquisition de la donnée avec l'électrode, la carte d'acquisition, à l'envoi de cette donnée en Bluetooth, en Wi-Fi ou autre, à la device de l'utilisateur, que ce soit un smartphone ou un laptop, une télévision, une PlayStation, etc. Et après avec tout un cloud qui permet d'analyser ces données en temps réel et de renvoyer de l'information à l'utilisateur ou d'envoyer de l'information à des tierces, que ce soit la voiture, le bras robotique, la maison connectée, etc.
Dans cet écosystème, on a un composant qu'on a développé qui s'appelle le Mental Core, qui est un composant qui fait 8 par 8 mm, qui permet en fait d'être intégré, donc de faire de l'acquisition des données cérébrales dans n'importe quelle carte électronique qu'on va pouvoir intégrer dans des casques professionnels, voilà, des casquettes, des casques de recherche, des casques audio, etc. Et en fait, ce petit composant, il est assez important pour nous parce que l'idée, c'est de travailler justement avec des industriels pour permettre de faire naître ce marché de l'interface cerveau-machine pour le grand public et d'avoir un système qui soit relativement standardisé, qui soit facile d'accès pour les industriels pour pouvoir l'intégrer rapidement. Et si par exemple demain vous êtes un industriel, vous voulez développer le futur casque audio, généralement vous allez travailler avec un dev kit. Donc on a plusieurs dev kits qui permettent de connecter des électrodes, de faire de l'acquisition et de parler avec toute la partie cloud pour faire l'analyse des ondes cérébrales, avoir plein d'algorithmes déjà faits pour pouvoir faire le traitement, etc. Et après vous allez travailler avec un web SDK qu'on développe, qui va permettre de développer plein d'applications. Celle-ci, je l'aime beaucoup par exemple. C'est une application qui s'appelle Mental Sign, qui permet d'authentifier un utilisateur à partir d'uniquement ses ondes cérébrales. Donc c'est assez intéressant dans la mesure où aujourd'hui, par exemple, un mot de passe, ça va être soit une suite de chiffres ou soit une suite de chiffres et de lettres qu'il faut se souvenir. Peut-être que demain, le mot de passe, ça sera juste vos données biométriques et que ça suffira pour vous authentifier à quel moment d'une transaction. Vous avez dit quoi? C'est horrible. On en parlera après alors. Vous allez voir, il y a plein de trucs horribles qui arrivent après. Donc justement, Mentalista Foot, là, que je vous avais présenté tout à l'heure, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc 2 personnes connectées qui jouent au foot par la pensée. Ça, on avait été invités sur le plateau de La France, un incroyable talent, pour faire jouer les animateurs. C'était incroyablement nul en plus. Et voilà, c'est un dispositif qu'on a déployé absolument partout, qui a fait le tour du monde je ne sais combien de fois. Et qui est assez rigolo dans la mesure où voilà, on se mesure cerveau contre cerveau. Les gens se prennent très rapidement au jeu. Et je vais vous présenter d'autres projets qu'on a développés. Donc ça, c'est des projets qui sont assez grand public. Évidemment, le cœur de l'activité de Mentalista est une activité qui est très industrielle. Donc, évidemment, on ne peut pas présenter ces projets-là, mais là, on présente des choses qu'on fait de façon un peu plus grand public, un peu plus événementielle, pour diffuser un peu et faire comprendre ce que c'est cette technologie. Et là, le projet de lévitation, c'est un projet qu'on a réalisé avec un artiste à sa demande pour créer une device qui intègre un casque de réalité virtuelle à l'avant et notre technologie à l'arrière pour monitorer les ondes cérébrales et apprendre à une personne à faire léviter un cube par la pensée. Le petit twist, c'est que pour faire léviter ce cube, il doit méditer. Ce qui se passe dans ce jeu, en quelque sorte, dans cette expérience, c'est que la personne ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas quel est le trigger mental qui va faire léviter ce cube. Et elle va apprendre, en fait, à travers le jeu, à méditer. Dans la mesure où vous vous mettez le casque, vous vous dites « je dois faire léviter ce cube, je ne sais pas trop comment faire ». Donc les gens essayent des choses. Parfois, ils se calment, ils se posent, ils ferment les yeux. Et à un moment, tiens, le cube se met à léviter. On se dit « ah, j'ai fait quelque chose qui a déclenché l'action ». Et ils essayent de le refaire, etc. Et au fur et à mesure, comme ça, dans une session de 15 à 20 minutes, ils apprennent à méditer. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a fait, pareil, beaucoup d'expériences avec plein de gens. Et il y avait un monsieur qui avait une pathologie assez particulière, qui ne pouvait pas rester debout. Non pas dû à une cause mécanique ou physio, mais vraiment un problème cognitif. Il a fait cette expérience avec sa femme, il s'équipe ce casque, il est debout, et il apprend comme ça à faire léviter le cube, et il reste dans l'expérience plus d'une demi-heure, et c'est la première fois de sa vie qu'il avait réussi à rester debout sans déclencher son circuit de douleur. Et ça montre en fait comment une device comme ça peut reprogrammer très rapidement ce qui se passe dans le cerveau et aider justement à traiter une pathologie. Et donc après, on a fait d'autres expériences dans ce même style et qui sont vraiment intéressantes sur comment on peut aider à reprogrammer des pathologies et aider à reconstruire certaines choses. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur en réalité virtuelle. Généralement, on va faire ce qu'on appelle une photogrammétrie. Donc on reproduit l'espace en 3 dimensions dans lequel la personne est. Dans cet espace, on y ajoute juste le cube et ils doivent le faire léviter. Et on a fait aussi une version en multijoueur qui est assez amusante dans la mesure où il faut que tout le monde coopère, donc ça rajoute encore de la difficulté. Et je voulais vous présenter aussi une autre installation qui est assez potache, qui s'appelle Mentalista Guinguette.
Et dans cette installation, donc pareil, il y a un dispositif avec 3 électrodes, 2 électrodes au niveau des lobes d'oreille, une électrode à l'arrière du cortex visuel. Donc les lobes d'oreille, c'est juste pour filtrer le signal, et surtout le signal au niveau du cortex visuel qui nous intéresse. Et là, on cherche à faire léviter une assiette de saucisson par la pensée. La problématique de l'image mentale, c'est que nécessairement, elle va être culturelle. Le saucisson, si vous êtes musulman, si vous êtes américain, si vous êtes asiatique, forcément, vous n'allez pas avoir le même rapport qu'un Européen et entre eux. Donc la question se pose de comment on réussit à généraliser, enfin, comment on arrive à un modèle algorithmique à généraliser sur une image du saucisson dans la mesure où on a plein de cultures différentes qui vont le voir différemment. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va introduire un stimulus visuel qui est exceptionnel, qui est la lévitation, et qui en quelque sorte va débiaiser cette image mentale culturelle. Donc quand on fait léviter du saucisson, on peut se dire ok, c'est rigolo, ça sert pas à grand chose, mais ça va aider par exemple des personnes, donc par exemple des soldats qui vont revenir à la vie civile, qui ont vécu des expériences qui sont très difficiles, et ça nous apprend une chose, c'est que ces expériences peuvent être traitées comme des biais culturels dans lesquels on va intégrer des stimulus visuels extraordinaires pour permettre de débuter l'acceptation et permettre de les rendre aux civils le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est des dispositifs qui sont très intéressants dans la mesure où ces gens qui sont meurtris malheureusement par leur travail, après, voilà, sans jugement sur les actions qu'ils commettent, mais comment on réussit en tout cas à les redonner à leur famille dans le meilleur état possible en soignant tous les maux cognitifs qu'ils ont pu voir. Donc voilà, ça c'était quelques projets. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. Je crois que j'ai encore un peu de temps. Et ce que je voulais peut-être pour terminer, avant d'échanger un peu avec vous là, sur ce que vous en pensez, c'était juste terminer justement sur la vision de quelles sont les applications futures et si c'est un monde souhaitable dans lequel on vit. En tout cas, c'est des choses qui se développent dès aujourd'hui. Il y a un vrai challenge sur tout ce qui est la prévention des risques. On voit que dans le cerveau, on peut voir beaucoup d'indicateurs avant que les choses arrivent. Typiquement, voilà, au volant, on peut voir dans le cerveau avant un endormissement, avant le moment fatal, une potentielle sortie de route, et on peut le prédire et aider la personne soit à réagir et à s'arrêter, soit à la voiture de complètement s'arrêter pour sécuriser le conducteur. Donc j'en ai déjà parlé, un mental sign, de protéger les transactions. Donc évidemment, ça demain, ça ne sera pas utilisé pour payer une écharpe chez Uniqlo, mais quand on parle de transactions qui sont faites par des hauts dignitaires de l'État ou des choses qui sont faites par des grandes entreprises, on a besoin d'être sûr et certain que la personne, c'est bien elle. Une signature, ça s'imite. Un mot de passe, ça s'apprend. On entend des histoires tous les jours sur le phishing, etc. À quel point c'est facile de voler l'identité d'une personne, se faire passer pour elle. Ce qui est intéressant dans la signature mentale, c'est que si je vous dis, par exemple, que moi, mon mot de passe, c'est le chat que j'avais quand j'étais petit, bah, vous le savez, mais vous êtes absolument impossible de le penser comme moi je le pense. Et même si je vous le décris très précisément, quelle est la situation, comment je l'ai vécu, etc., ce mot de passe, il sera absolument intransférable. Et donc ça rend ce dispositif extrêmement sécurisé, extrêmement fort, pour être sûr de la validité, entre guillemets, de la personne, pour sécuriser certains contrats ou certaines transactions très particulières. Tout ce qui est dans la santé, évidemment, on parle beaucoup du troisième âge et on voit en ce moment que c'est un sujet très chaud parce que la population vieillit et se pose la question de comment on va l'accompagner dans son vieillissement. Et ben, ce genre de dispositif permet justement d'accompagner la personne dans son suivi médical et l'aider à l'autonomie à la maison. L'athlète de haut niveau, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour justement... Aujourd'hui, on a réussi à briser un peu cette frontière du corps. On sait beaucoup de choses, on arrive assez loin. Mais le cerveau, c'est une frontière qui est vraiment ignorée dans le monde du sport. Il ne regarde pas du tout ce qu'est le stress, ce qu'est l'esprit d'équipe. Et ce genre de dispositif permet justement, par exemple, d'équiper une équipe de foot et de monitorer ce qu'est l'esprit d'équipe et de comment on peut le renforcer. Mental Memories, donc pour... revivre les rêves, donc c'est pas forcément les revivre, mais en tout cas les visualiser. Ce qui est intéressant dans l'image mentale, c'est qu'on peut la détecter, mais on peut aussi la reconstruire. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une semaine d'onde cérébrale avec une caméra qui va synchroniser ce que je vois et ce que je pense, au bout de la 7e nuit, quand je vais repenser à certaines choses très particulières dans mon rêve, il va y avoir on va dire des patterns, donc des ondes particulières qui vont revenir et qui vont être significatives de certaines choses que j'ai vues. Et donc si un algorithme définit que tel pattern c'était une personne, telle ou telle personne, on va pouvoir dire là vous avez rêvé de telle personne, de tel animal, de telle situation, etc. Et donc ça va permettre justement de reconstruire les rêves d'une autre façon. Et un dernier sujet qui est assez important aussi sur tout ce qui est mémorisation, que ce soit pour améliorer le contenu ou tout simplement pour
juste à prendre. Hein. Donc on peut voir dans le cerveau justement quand est-ce qu'on se focalise, quand est-ce qu'on a de l'attention, quand est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on apprend, et essayer justement d'améliorer, de fluidifier ce processus. Et donc ça, c'est un peu les 6 grands enjeux. Il y en a encore beaucoup d'autres sur lesquels peuvent s'exploiter cette technologie. Et juste pour finir, donc on travaille avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, des entreprises, avec toujours ce même objectif, d'aider à intégrer cette technologie dans leurs produits pour accompagner leurs clients, que ce soit pour améliorer leurs services, accompagner de manière générale aujourd'hui des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, à mieux gérer leur vieillissement et de manière générale à mieux comprendre ce qui se passe dans ce cerveau qui nous fait être tous là aujourd'hui et dans lequel on ne sait encore pas grand-chose. Donc voilà pour cette petite présentation. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger sur tout ça. Alors. Si on est capable de récupérer des données cérébrales et de les réutiliser pour faire des bases de données, qu'est-ce qui rendrait un mot de passe mental intransférable ? En fait, donc là, ça c'est une question de thèse, hein, mais pour le dire très simplement, c'est que l'enregistrement de la donnée cérébrale, c'est pas la pensée. C'est-à-dire que le modèle, comme le mot de passe quand tu l'enregistres, il faut évidemment le protéger. Donc c'est-à-dire que si on vole le modèle, on peut voler la façon dont l'algorithme a appris à te reconnaître. Mais c'est pas comment il te reconnaît. En intelligence artificielle, on imagine un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, il se règle à partir de données qu'on met en entrée. On met des données, il sort un résultat. On peut voler le modèle, mais si on n'a pas les données en entrée, pour émettre un résultat, on ne peut pas le simuler. Voilà. Donc après, on peut le simuler, mais ça, très facilement, avec un algorithme, on peut voir que c'est une simulation et que ce n'est pas une vraie captation d'une vraie donnée. Ok, merci. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, après, bon. Question, est-ce qu'il existe des travaux sur l'écriture à base de données cérébrales ? Ouais, donc il y a Stanford et Facebook qui travaillent beaucoup sur ce sujet-là, même si Facebook a abandonné Stanford sur ce projet, ils ont beaucoup financé. Je pense que le projet, ils l'ont appelé tout simplement Brain to Text. Donc là, sur ce projet Stanford, c'est un projet qui est invasif. Donc là, tous les dispositifs que je vous décris, c'est avec des casques qui sont posés sur la tête. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Sur le projet Stanford, ils ont travaillé avec une société qui s'appelle BrainGate, dans laquelle ils mettent ce qu'on appelle je sais pas comment on dit, un electrode array, donc un maillage d'électrodes directement posé sur le cerveau qui va monitorer le cortex moteur, donc entre les 2 oreilles, et on demande à l'utilisateur d'imaginer, écrire A, B, C, D, etc. On apprend à l'algorithme justement ce mouvement de la main imaginaire et ça crée l'alphabet mental qui va être utilisé pour réécrire. Et il me semble qu'ils sont à des bonnes performances, là ils arrivent à faire 60 lettres par minute, quelque chose comme ça, 1 lettre par seconde, à vérifier, je n'ai pas le papier en tête, mais en tout cas il y a des choses qui se font et qui sont très prometteuse pour de l'implantation. D'accord, et c'est curieux qu'ils prennent une approche aussi complexe, alors que peut-être il suffit de faire apprendre au cerveau comment imaginer la lettre, comme l'attend le système. En fait, la problématique, ce qu'on voit nous sur l'image mentale, c'est qu'on est à l'extérieur du cerveau, il y a énormément de bruit, il y a énormément de choses qui sont complexes à traiter, et le mouvement, donc le fait de la partie motrice, c'est une partie qui est très évidente en termes de pic d'activité par rapport à l'activité imaginée. Quand on imagine par exemple une lettre A et une lettre B noire sur fond blanc, dans le cortex visuel, voir la différence est extrêmement difficile. Alors que dans le cortex moteur, voir la différence d'activation entre un A et un B, elle, c'est beaucoup plus évidente. Moi, j'attends votre question. Ah bah, ça, il va arriver. Oui, merci. J'ai réagi un peu violemment parce que j'essaie de comprendre en fait jusqu'où ça peut aller tout ça. Moi, je vois ça comme une intrusion. Et on va dire si c'est mal utilisé, ça peut être très préjudiciable pour la personne humaine et sa liberté. Donc, est-ce que vous avez des limites dans ce que vous recherchez ou bien vous y allez comme ça, non-stop, sans éthique, sans garde-fou?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive? Parce que bon, le cerveau de l'homme, c'est quand même aussi son identité. Et le fait de chercher absolument tout le temps à comprendre ce qui s'y passe, c'est aussi transformer l'être humain en robot manipulable. Donc ça peut être très dangereux pour la suite. Il y a eu d'ailleurs de la littérature là-dessus. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Quand on parle de cerveau et de la donnée cérébrale, c'est une donnée qui a énormément de valeur parce qu'elle dit énormément de choses sur soi. Je vais donner plein d'exemples à la suite des autres pour justement illustrer ça. Quand vous jouez à Mentalista Foot, par exemple, et vous contrôlez une balle, le cerveau pense, on pourrait voir n'importe quoi d'autre derrière. Donc justement, dans l'usage, on se limite à ça. De toute façon, c'est une limite qui est un peu obligatoire dans la mesure où on ne peut pas mentir à l'utilisateur, sinon après il y a le législateur qui vient nous voir. Les problématiques en France, en tout cas sur le législateur, c'est qu'on a une réglementation qui est liée au RGPD pour protéger justement l'utilisateur sur la donnée personnelle, la donnée médicale, etc., mais qui, elle, ne va pas du tout protéger la donnée cérébrale dans un contexte récréatif. Elle va uniquement la protéger dans un contexte médical. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc sans parler de Mentalista, mais il faut savoir que les acteurs qui travaillent sur la meilleure compréhension du cerveau, c'est tout, les Google, Facebook, Amazon, etc., tous, ils ont des laboratoires où ils financent des startups qui vont dans ce sujet-là, parce que c'est le sujet du XXIe siècle, c'est un sujet extrêmement fort de la prochaine donnée qui a de la valeur. Et aujourd'hui, le législateur ne protège pas l'utilisateur sur cette question de la donnée cérébrale. Donc, c'est-à-dire que si vous portez un casque et qu'on enregistre vos données cérébrales et qu'on fait autre chose avec ce qui est prévu de le faire, la loi ne vous protège pas du tout pour ça. Donc après, il y a d'autres pays qui sont un peu plus en avance, comme le Chili par exemple. Moi, ça me fait un peu halluciner parce que c'est un pays, on l'attend pas du tout sur ce sujet-là des neurodroits, mais pourtant ils ont pris l'avance. Ils ont voté, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais en tout cas ça commence à faire un peu de temps, une loi qui vise en fait à maintenir l'intégrité neuronale des citoyens chiliens. Donc c'est-à-dire que aucun produit entendez casque, ne peut modifier le comportement cognitif de l'utilisateur. En tout cas, la loi le protège. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, je pense, dans les prochaines années, apparaître chez les différents législateurs pour essayer de mieux comprendre comment utiliser ces technologies et comment protéger les utilisateurs. Il faut savoir qu'en 2012, le Sénat avait commandé à 2 députés... je ne sais plus si c'était le Sénat ou l'Assemblée, il me semble que c'est le Sénat, avait commandé à 2 députés un dossier pour essayer de mieux comprendre ce qu'est l'imagerie cérébrale de manière générale. On était sorti une centaine de lois, de prises de décision pour faire des lois avec. Très peu ont été jugées applicables. La seule qui a été appliquée, donc c'est la loi de bioéthique, qui était intégrée dans la loi de bioéthique en 2015 et qui définit l'imagerie cérébrale comme une imagerie qui doit être limitée au médical ou au juridique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'État considère qu'on peut utiliser des données cérébrales pour savoir si vous êtes coupable ou non. En tout cas, la loi le prévoit. Bon, pourquoi pas, sans jugement. Mais la problématique, c'est que l'imagerie cérébrale, elle, n'est pas définie dans le texte de loi. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'est imagerie cérébrale ? Et en fait, quand on fait de l'EEG, quand on va juste poser des électrodes sur la tête d'une personne, c'est pas vraiment de l'imagerie, selon la loi. Et donc, la loi ne protège en réalité pas grand-chose que l'IRM ou ce genre de technologies qui sont très... quand on est dans une IRM, on s'en rend compte, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, ouais. Merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir ce que le sport automobile faisait là-dedans, parce que vous avez parlé de sécurité routière, mais Alpine, typiquement... Ouais, Alpine, ils nous ont contacté l'année dernière pour un projet sur le Grand Prix de France. Ils ont une problématique très simple, c'est qu'ils ont des mécaniciens qui doivent performer, un pilote qui doit être conscient de ses actes et qui doit prendre des meilleures décisions à tout moment, et ils ont aussi des fans qui s'engagent. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une device qui permette justement de mesurer l'engagement des fans et de mieux comprendre qu'est-ce qui crée de l'importance, quels sont les moments importants pour justement après régler un peu le storytelling et vivre une expérience encore plus forte. Et regarder aussi avec cette même device au niveau des mécaniciens, quels sont les moments de performance, de stress, d'anxiété pour pouvoir justement ajuster. Donc c'est assez intéressant. Donc on a développé pour eux une casquette qui équipe de la technologie
pour mesurer l'engagement des fans, mesurer la performance des mécaniciens et créer un peu en temps réel des data viz pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, il faut savoir, enfin moi j'ai beaucoup ri parce que Alpine, ils sont un peu désorganisés et voilà, sur un essai qu'on a fait, ils avaient oublié une roue sur les 4, donc ils ont changé 3 roues au lieu de 4. Enfin, je me suis dit, avant de regarder ce qui se passe dans la performance cognitive, il faut déjà régler les petits problèmes d'organisation des mécaniciens, mais après bon, enfin, moi je connaissais pas du tout le sport automobile avant de faire cette expérience-là, et je me rends compte que c'est très complexe, c'est très minutieux, il faut être très rapide, etc. Mais en tout cas, c'est une piste qu'ils étudient très sérieusement pour justement passer un step suivant dans la mesure où, par exemple, ils ont ce regard de se dire, si tu es stressé, si tu gères mal la pression, tu vas pas performer. Mais en fin de compte, ce qu'on voit nous dans les données, c'est qu'il y a des mécaniciens qui sont extrêmement stressés, qui gèrent mal la pression, mais qui performent bien plus que d'autres qui sont très relax et en fin de compte où il n'y a pas ce mouvement de tension qui va les faire dégager plus de performance. Donc, ce genre de dispositif permet justement de l'étudier, de comparer et de voir justement de ne pas avoir un dogme qui dit qu'il faut être comme ça, mais potentiellement de créer une équipe et de créer plus de cohésion et d'adapter et de mieux comprendre l'humain pour justement gérer l'équipe et améliorer la performance d'Alpine. Voilà. Merci beaucoup. Bon, s'il ne reste plus de questions, je vous remercie. Pour s'il reste encore? Non? Ah oui. Okay. Allons-y. C'est une dernière. Okay. Juste une petite. Donc, vous dites que les données du cerveau ne sont pas régies par le RGDP, mais est-ce que le stockage de ces données est libre et est-ce que ces données, vous les utilisez, vous les revendez ou transférez? C'est-à-dire à l'insu de la personne, j'imagine. Donc, comment est-ce que c'est géré tout ça? Alors là, je peux parler que de Mentalista. Nous déjà, pour la question du stockage de la donnée, il faut en avoir besoin pour la stocker. Savoir que, par exemple, la donnée cérébrale sur un dispositif, sur une journée, ça représente à peu près 1 téra de données, donc c'est beaucoup. Donc 1 téra de données sur une personne, si on a 100 000 utilisateurs, au bout de la journée, ça fait une quantité de données qui est absolument monstrueuse, qui est absolument ingérable. Donc pas tout garder, ça sert à rien déjà. C'est une première chose. Et deuxième chose, à quoi ça servirait de vendre cette donnée dans la mesure où c'est aussi le pouvoir d'entreprise. C'est-à-dire que pour Mentalista, donc on enregistre la donnée par exemple sur des expériences dans lesquelles on a besoin de données pour entraîner un algorithme. Voilà. Mais nous, on n'a absolument pas d'intérêt de vendre cette donnée dans la mesure où après, n'importe qui peut reproduire un algorithme, etc. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir cette donnée, de la sécuriser et de la protéger le plus possible dans la mesure où c'est un peu le savoir-faire industriel de la société. Après, je ne dis pas, il y a peut-être d'autres acteurs qui, eux, engrangent la donnée et veulent la vendre, etc. En tout cas, je pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est non pas à la donnée, mais potentiellement aux résultats qui sont extraits. On avait fait une petite expérience sur Mentalista Foot, par exemple, avec des enfants, et on avait justement eu l'objectif, donc là c'est dans un cadre de recherche, de faire jouer des enfants à Mentalista Foot et de déceler ceux qui sont en manque de focalisation, manque d'attention, et en fin de compte c'est flagrant. Dans ces données-là, juste en jouant, on arrive à extraire de la donnée pour dire telle personne a un problème de focalisation, d'attention, et il faut potentiellement l'accompagner, travailler autrement avec elle à l'école, etc. En tout cas, ce genre de dispositif permet de voir ça. Ça peut être très utile pour l'enfant, comme ça peut être destructeur, comme on pourrait voir de n'importe quoi d'autre, et après faire du chantage, etc. Enfin bref, on voit très bien comment peuvent être utilisées les données aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet très sérieux. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le législateur qui doit prendre les devants et sécuriser l'utilisateur. L'entreprise, elle n'a que sa bonne foi et sa façon de faire, mais rien ne dit demain qu'un énorme Google, Facebook et ainsi de suite ne fera pas la même chose que les petites startups françaises et européennes. Alors dans l'équipe, non, mais on est accompagné par un cabinet pour tout, évidemment. C'est un vrai sujet, justement, tout ça. Bon, merci à tous et très bonne fin de journée.